Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Dans la Poche, un podcast dédié au minimalisme, à la productivité et à la tech. Je m'appelle Florian Beaufreton et je suis ravi de vous accueillir. Aujourd'hui, on va discuter avec Louis Fouché, vidéaste indépendant et minimaliste efficace. Il va nous donner ses astuces et techniques pour optimiser son temps, son travail et sa vie perso. Comme d'habitude, mettez-vous à l'aise, un casque sur les oreilles ou pas, votre smartphone dans votre poche et c'est parti. Salut Louis. Salut Florian, ça va et toi? Merci de m'inviter Écoute, avec plaisir. Chez Dans la Poche, ou à Dans la Poche, je sais pas comment on dit. Il n'y a pas vraiment de phrase particulière. Ouais. Louis, alors pour ceux qui ne connaissent pas Louis, tu es vidéaste, youtubeur. Exactement. Ce qui est mieux, c'est que tu te présentes toi-même déjà. Ouais. Est-ce que tu peux me dire qui tu es exactement? Complètement, ouais, je dirais que je suis entrepreneur autour de la vidéo. En fait, moi aujourd'hui, j'ai 3 activités. D'un côté, j'ai la production, parce que j'ai une boîte de prod. Donc, je produis des vidéos pour des marques, pour des startups, pour des agences de création de contenu. Premier axe. Deuxième axe, c'est l'influence, puisque j'ai créé une chaîne YouTube qui a aujourd'hui un peu plus de 50 000 abonnés où je parle de vidéos. Donc, je parle que de vidéos, de matériel, de réglage, tournage, étalonnage, plein de sujets autour de la vidéo. Et donc, je commence à faire un petit peu d'influence aussi, donc des projets avec des marques. Et ensuite, j'ai un troisième pilier qui est la formation, puisque je propose aussi à cette communauté des séries de vidéos payantes, en fait, sur des sujets profonds de la vidéo, comme par exemple le montage vidéo. J'ai sorti une formation sur le montage. Donc aujourd'hui, c'est ces 3 piliers-là, production, influence et formation. Ok. Et on va rajouter la case minimaliste à la fin. Et j'aime beaucoup. Parce que tu es vidéaste, mais aussi minimaliste. Du coup, déjà, première question, comment tu définis, toi, le minimalisme ? Alors, le minimalisme, pour moi, c'est surtout aller à l'essentiel, simplifier les choses. Moi, en fait, je suis un grand fan de la simplification. J'aime quand tout est simple. Et quand je travaille, j'ai besoin d'avoir un maximum d'efficacité et de simplifier un maximum de choses. Donc moi, j'ai découvert ça avec le documentaire The Minimalist, comme plein de gens, je pense. Ok, qui est sur Netflix. Exactement, qui est sur Netflix. Après, ça a résonné en moi aussi avec un livre que j'ai lu de Marie Kondo qui s'appelle L'Art du Rangement. Ok. Qui a également un programme sur Netflix. Ah oui, oui. Ouais. Ok, j'ai pas vu le programme, j'ai lu le livre. Et en fait, ça me parle beaucoup puisque j'aime bien quand tout est clair. Moi, pour travailler, j'ai besoin que tout soit vraiment clair. Donc, tu regardes mon bureau d'ordinateur, il n'y a aucune icône, tout est bien rangé. Je passe du temps tous les mois, tous les 2 mois à tout ranger pour être hyper efficace. Et en fait, peut-être que je suis un tout petit peu obsédé, peut-être que ça va peut-être un peu trop loin parfois. On va en parler, mais en tout cas, pour être efficace, j'ai besoin de simplifier les choses. Et depuis que je fais ça, je suis beaucoup plus efficace, donc ça marche bien. Ok. Et depuis combien de temps, du coup, tu t'intéresses au minimalisme finalement ? Je dirais depuis environ 1 an et demi. Ouais, okay. En fait, moi, pour que les gens résument un petit peu, moi, je suis pas issu d'un cursus école de cinéma. J'ai fait une école de commerce. Après, j'ai travaillé dans la publicité, j'ai travaillé dans le marketing dans un grand groupe. Okay. Donc, je suis pas du tout issu du monde de la vidéo à la base. J'ai fait des vidéos en parallèle de mes jobs. J'ai vraiment pris goût à ça. Et donc, j'ai tout plaqué pour monter ma boîte. Et donc, c'est à ce moment-là que j'ai dû mettre en place des systèmes pour être efficace, puisque quand on vient du monde du CDI ou quoi, on n'est pas hyper organisé forcément comme un entrepreneur l'est. Et donc, j'ai dû développer tous ces mécanismes de minimaliste. Ok, super. Et du coup, en tant qu'indépendant, il faut aussi, donc, comme tu disais, organiser son temps, être productif, améliorer sa productivité. Quand on est tout seul, il faut bien gérer. Productivité et minimalisme, pour toi, ça va ensemble? C'est une idée commune? Puisque productivité, c'est simplifier les choses. Pour moi, simplifier les tâches que tu dois faire dans ta journée, les réduire pour faire uniquement ce qui est vraiment nécessaire. Donc moi, je suis vraiment dans une optique où je me dis dans ma journée, voilà, je fais maximum 4 ou 5 tâches. Moi, j'utilise, on peut déjà parler des outils que j'utilise. J'utilise une application qui s'appelle Things. Okay. Je crois que Léo en a parlé aussi, Léo Duff. C'est une application pas de prise de notes, de tâches, de to-do list en fait, qui permet de façon très simplifiée d'organiser sa journée sous forme de cases à cocher. Et puis tu peux aussi planifier des objectifs court terme, moyen terme, long terme. Donc j'utilise beaucoup ça. D'accord. Pour vraiment, quand j'arrive au travail le matin, déjà en général, je planifie ma journée la veille, la journée du lendemain la veille. Quand j'arrive, j'ai 0 temps en fait où je sais pas trop quoi faire. Je commence à rechercher qu'est-ce que je vais faire dans ma journée puisqu'on a un nombre d'énergie vraiment limité. On a un nombre d'heures limité dans la journée, mais surtout d'énergie. Et déjà, commencer à chercher des choses, se dire qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui, on perd notre énergie qui est à son maximum le matin. Ok, donc la veille au soir, tu prévois ce que tu vas faire dans la journée suivante. Exactement. Comme ça t'évite de passer du temps le matin à chercher et donc perdre de l'énergie pour savoir ce que tu vas faire dans ta journée.
Tout à fait. Ok. Puisque ce que je fais aussi, c'est que j'essaie de faire vraiment les tâches les plus importantes, ce qu'on appelle Ok. le deep work, qui demande un maximum de D'accord. processeurs de cerveau disponibles le matin. Donc tu donnes des priorités aux tâches que tu dois faire dans la journée? Alors, Ou tu fais selon les moments de la journée en particulier, genre la vidéo c'est peut-être le matin, le montage, etc. Ou comment tu t'organises? Oui, je donne des priorités. Alors, je ne les hiérarchise pas avec des numéros ou quoi, mais en fait, la veille, je me dis tout simplement, demain, il faut absolument que j'enregistre cette vidéo-là parce que c'est ma prochaine vidéo. Ok. Et je sais que je vais avoir plus d'énergie à tel moment de la journée. Donc, les vidéos, c'est un peu particulier puisque quand je me lève, j'ai pas forcément un visage qui est hyper réveillé. Donc, j'ai fait plutôt en début d'après-midi. Mais voilà, tout ce qui décide vraiment du temps, le matin, comme ça, et j'essaie d'arriver tôt. Comme ça, j'ai l'impression d'avoir fait déjà beaucoup de choses. Et c'est Ok. important aussi, pour se sentir bien dans sa journée, de faire un maximum de choses tôt le matin. Ok. Pour moi, en tout cas. C'est vrai que ça, c'est un truc récurrent qu'on voit dans beaucoup de programmes, de livres ou de sites internet. Les gens disent de se lever hyper tôt, de faire les choses avant que les autres soient levés, pour finalement éviter les distractions, notamment avec les réseaux sociaux, les mails, etc. Et de pouvoir faire plein de choses. Tu es d'accord avec cette idée-là? En fait, il y a le livre notamment de Hal Elrod qui s'appelle Miracle Morning, qui parle beaucoup de ça, de la routine du matin. D'accord. Et je trouve que c'est un petit peu, ça peut être un petit peu exagéré, ou en tout cas chacun doit se l'approprier. Moi j'ai essayé la routine de Miracle Morning, mais il me fait marrer, le mec il se lève à 5h du mat tous les matins, Ouais. il médite, il fait du sport, il lit un livre, il fait de la philosophie, il fait la cuisine, pour moi c'est impossible. Ouais. Donc ce truc, t'as l'impression que c'est pour les gens c'est pour les surhumains, quoi. Exactement, mais il faut prendre ça avec du recul. D'ailleurs, il le dit, il dit voyez mon livre plutôt comme un guide, Ok. plutôt que comme une vérité absolue. Et moi, le matin, j'essaie de me lever assez tôt, mais tu vois, je commence ma journée au plus tôt à 8h30, c'est rare que j'arrive avant. D'accord. Et puis, j'arrive pas à enchaîner, par exemple, toute une journée à 8h30 tous les matins, c'est difficile. Donc, je me laisse un petit peu de temps en fonction des journées. Mais par contre, c'est vrai que quand j'arrive, j'aime bien enchaîner des tâches. Alors, il y a un truc qui est intéressant, c'est que je viens de dire qu'il faut garder de l'énergie, faire les tâches qui demandent de l'énergie le matin. Mais il y a aussi une autre chose qui est vraie, c'est que si on commence à faire les petites tâches qui sont faciles à accomplir, par exemple, qui prennent 10 minutes, 5 minutes, et bien en fait, il y a une espèce de sensation de plénitude, puisqu'on enchaîne des tâches, on les valide, on coche. Donc, ce que j'essaie souvent de faire, aussi le matin parfois, c'est de mettre un petit peu des petites tâches faciles à faire. J'en fais 4-5 et après je suis en mode ok, c'est bon, j'ai validé, je suis une machine aujourd'hui. Aujourd'hui c'est ma journée. Puisque c'est Casey Neistat le dit beaucoup ça, quand tu te réveilles, c'est la première victoire de la journée quoi. Le réveil sonne, tu te réveilles direct, t'appuies pas sur snooze. Sur snooze exactement, tu te réveilles, c'est la première victoire. Et en fait d'enchaîner des petites choses, ça te met dans une ambiance qui est bonne et ça c'est clé pour réussir la journée. Donc ok. je sais pas si on s'éloigne du minimalisme ou pas, mais en tout cas, c'est... Non, c'est des astuces pour améliorer sa productivité, justement, c'est cool. Et est-ce que tu as des astuces pour être plus productif? Alors, tu parlais d'applications comme Things pour lister. Est-ce que tu as d'autres astuces, d'autres techniques? Pour être plus productif. Alors Things, effectivement... Tu parlais d'un plan de 90 jours, effectivement, on en avait parlé l'autre jour ensemble. Oui, alors ça c'est quelque chose que j'ai trouvé chez Marketing Mania. Je sais pas si tu connais Stan Leloup de Marketing Mania, que je suis beaucoup. Quand je suis arrivé dans ce monde de l'entrepreneuriat, j'ai découvert des personnes qui parlaient d'entrepreneuriat sur Internet comme Antoine BM, Stan Leloup. Donc j'aime beaucoup Stan et Antoine d'ailleurs. Et en fait, lui, il utilise le plan de 90 jours et c'est quelque chose que j'ai adopté. Avec Lucas, je bosse avec un freelance, on bosse tous les deux sur nos projets respectifs qui s'appelle Lucas et on le fait tous les jours et ça marche plutôt bien. L'idée, c'est de se dire... on va se donner des objectifs à 90 jours à réaliser. Donc par exemple, je sais pas, moi ça peut être doubler mon chiffre d'affaires, ou c'est peut-être un peu beaucoup doubler mon chiffre d'affaires, mais peut-être faire tant de chiffre d'affaires dans 90 jours, sortir tant de vidéos. Et en fait, on va se dire, voilà, dans 90 jours, il faut que j'arrive à faire cet objectif. Donc après, on va remonter par semaine, par jour, pour se fixer des objectifs journaliers, et on réfléchit plus. Une fois qu'on a fixé le plan de 90 jours, on ne pense plus. Tu te tiens à cet objectif. Exactement, on bosse. On met en place les actions qui permettent d'atteindre cet objectif. Ensuite, au bout de 90 jours, on fait un point. Est-ce que j'ai réussi à atteindre l'objectif ou pas? Est-ce que je les ai surpassés? On est content ou pas? On se refise des objectifs pour 90 jours après. Et en fait, on fonctionne comme ça par cycle. Et ça nous évite de toujours ressasser les idées, puisque souvent, ce qui se passe, c'est qu'on va changer d'idée tout le temps. Moi, j'ai un défaut, et Lucas aussi, et beaucoup de gens, je pense, c'est que quand on est entrepreneur, on a plein d'idées, donc on a envie de choper toutes les idées qu'on... On s'éparpille. Exactement. Et j'ai lu récemment un livre de Napoleon Hill, qui s'appelle « Réfléchissez et devenez riche ». Alors le titre un peu spécial, mais par contre, il y a une citation à l'intérieur qui m'a vraiment frappé. Il dit les gens qui réussissent, c'est les gens qui prennent des décisions rapidement et qui en changent lentement. Et par contre, les gens qui ont plus de mal à réussir, c'est les gens qui prennent des décisions lentement et qui changent très rapidement.
Et ça, chez moi, j'ai récemment vu que je pouvais parfois me dire « Ah non, il faut faire ci, il faut faire ça, il faut arrêter ça, il faut carrément changer de cap. Ouais. Et en fait, il faut faire attention, et je pense qu'il a raison, à vraiment fixer un cap grâce au plan de 90 jours et ensuite modifier un petit peu, tu vois, la poupe du bateau pour orienter un peu ton business. Juste un petit peu ton... Exactement, mais pas changer objectif. complètement de stratégie. D'accord, ok. Donc ça, c'est important, les plans de 90 jours qui, évidemment, ne vont pas sans un plan global à l'année, puisqu'au début, le but, c'est de se dire quelle est ma vision pour cette année, par exemple, et ensuite faire en sorte que tous les plans de 90 jours suivent cette vision globale. D'accord. Pour tous ceux que ça intéresse, dans les gens qui écoutent ce podcast, je vais essayer de mettre un maximum de liens en fonction de ce que Louis nous dit dans ce podcast pour vous apporter le plus d'informations possible après ce podcast. Louis, du coup, au niveau de ton travail donc de vidéaste, forcément, quand on est vidéaste, on a du matériel vidéo. Beaucoup de matériel. Justement, comment est-ce qu'on peut être minimaliste quand on est vidéaste et qu'on a beaucoup de matériel vidéo, caméra, trépied, etc. etc. Compliqué d'être minimaliste en vidéo, puisque comme tu le sais, toi-même tu es vidéaste, il y a beaucoup de matériel en vidéo, beaucoup d'accessoires. Et puis quand on commence, on ne sait pas forcément ce qui est très important. Donc on est au courant qu'il faut une caméra, des objectifs, un stabilisateur, de la lumière, des micros, c'est quand même la base. Mais ensuite, on peut très vite, grâce au marketing magique des marques de caméras, acheter plein de petits trucs qui servent à rien. Au début, c'est normal, on va se faire un arsenal de vidéos. Et puis, au fur et à mesure, moi, ce que je conseille, c'est effectivement soit de revendre des objets, essayer ou en donner à certains pour essayer de rester minimaliste. Puisque en vidéo, comme partout, pour être efficace, il faut très rapidement savoir quel objet prendre, comment ranger son sac. Moi, quand je rentre de tournage, mon sac, il est toujours rangé pareil. J'ai un sac de trépied, je sais que je n'ai même pas à l'ouvrir quand je reviens de tournage. Je le pose, il est toujours pareil. Okay. On essaie de placer les objets avec Lucas dans des endroits vraiment qui sont toujours les mêmes. On étiquette les choses, on met des boîtes pour essayer d'être le plus efficace possible. Alors ensuite, moi, tu me connais, Florian, je suis un vidéaste qui aime le matériel, qui produit de belles images et j'ai pas peur du poids et de l'encombrement. Moi, je travaille avec un 1DX Mark II. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un boîtier photo vidéo assez gros quand même. Ouais, c'est un des plus gros. Voilà, en réflexe, c'est réflexe hybride, c'est le plus lourd. Et en fait, je travaille avec cet appareil-là puisque voilà, il a une très bonne qualité, il a un rendu qui me plaît beaucoup, que j'arrive pas à trouver chez d'autres caméras actuellement. Alors peut-être que ça va arriver, ça va très vite arriver, je pense d'ailleurs, mais pour l'instant, c'est pas encore le cas par rapport à mes critères à moi. Okay. Du coup, je travaille avec ça. C'est pas très minimaliste, c'est gros. Par contre, quand je pars en tournage, d'ailleurs, tu m'as vu, on est parti récemment en Suède ensemble. J'avais un sac dans lequel j'arrivais à faire tenir mon 1DX Mark II, mes équipements, objectifs, mes vêtements. Ton stabilisateur aussi. Mon stabilisateur. Et ça m'a vraiment impressionné. Le gars, on part 3 jours à l'étranger, et il avait un sac à dos avec tout son matos vidéo, plus ses vêtements, et on a l'impression qu'il est tout léger. Pour ceux que ça intéresse, c'est le sac Osprey 48 litres porteur. Ouais, j'essaierai de mettre le lien de ton sac dans la description. C'est pas un sac spécialisé photo, c'est un sac de voyage classique. Okay. Mais je suis parti à Bali, dis-toi, pendant 3 semaines avec ce sac. Sans valise ? Sans valise. Alors, il y a ma copine qui était à côté qui a dû prendre peut-être 1 ou 2 trucs à moi, mais je pense que j'aurais pu le faire seul. Okay. Avec, pareil, un DX Mark II, 2 optiques, un stabilisateur et tous mes vêtements. Donc c'est possible, même quand on a une grosse caméra, de prendre le strict minimum. Ok, mais donc comment tu réussis cette prouesse? Eh ben écoute, j'emmène peu de choses. Tu n'emmènes pas de vêtements, comment tu fais? La prouesse, c'est de faire en sorte d'amener le minimum de choses. Moi, quand je pars en voyage, là, à Bali, j'ai pris un jean, un short et quelques t-shirts. Oui, alors ça va parce que tu vas dans un pays où il fait assez chaud ou humide. Oui, voilà. Tu as besoin de beaucoup de couvrir. Je pense que si je pars dans un pays froid, ça peut être plus compliqué. Voilà. Mais effectivement, voilà, donc c'est pour ça que je te dis que c'est un peu compliqué, puisque moi j'aime quand même, j'ai des équipements qui sont assez lourds, assez gros, je suis pas le mec le plus minimaliste du monde en vidéo. Par contre, j'essaie de réduire un maximum le nombre de petits objets, de choses, et comme je te dis, quand je suis au studio, j'ai pas de studio, mais quand je travaille, parce que je travaille en coworking chez WeWork, on essaie de ranger tout, pour que vraiment quand on part en tournage, quand on revient, tout soit super efficace. Ok. Super. Et est-ce que tu es pareil pour tes données, par exemple? Est-ce que tu as beaucoup de disques durs? Comment tu fais pour Ouais, alors ça c'est un gros sujet, les disques durs en vidéo. La majorité des vidéastes freelance qui débutent ou qui sont confirmés ont plein de disques durs. Donc tu connais le tiroir, tu as tous les Western Digital ou tous les disques durs, les petits disques durs là, avec des câbles partout. Et ça, moi, c'est quelque chose que j'ai voulu très vite éviter. Alors quand on commence, évidemment, on n'a pas un budget infini, donc c'est compliqué tout de suite investir dans un système RAID. Bien sûr. Aujourd'hui, je l'ai fait il y a quelques mois. J'ai investi dans un système G-Technology 48 Tera, donc c'est énorme. Ouais. Pourquoi j'ai fait ça? Puisque pour moi, la donnée, c'est vraiment le cœur de la vidéo et du business de la vidéo. Beaucoup de gens pensent que c'est la caméra, l'objectif, etc. L'image, c'est important, mais la gestion de la donnée, c'est ultra important, surtout quand on fait des vidéos YouTube comme moi, puisque
pour une boîte de prod, limite, on peut archiver par année ses projets. On peut avoir à revenir sur des projets des années précédentes, mais ça arrive assez peu souvent finalement. Par contre, quand tu fais du YouTube et quand tu travailles comme moi, c'est-à-dire voulant exploiter un maximum toutes tes vidéos, moi quand je fais une vidéo, en fait, un autre truc de minimaliste, tiens, je fais une vidéo, imagine, sur les objectifs, je vais tourner des plans d'illustration de différents objectifs. Ensuite, je vais les couper, je vais les enregistrer et je vais les mettre dans une banque d'images, une banque vidéo qui va s'appeler par exemple plan d'illustration 2470. D'accord. Ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai une banque de vidéos d'au moins 200 plans. Et quand je fais un tuto, soit je tourne un plan d'illustration, soit j'ai déjà en fait. Donc ça me fait gagner beaucoup de temps. Et c'est pour stocker toutes ces données-là, pour pouvoir aussi repiocher par exemple dans une vidéo de 2017 sans problème, et pouvoir faire une vidéo qui résume mon année 2019, et ben je peux tout retrouver grâce à cette tour 48 Tera. Et ça me permet aussi de tout sécuriser. Donc c'est ultra important. Pour moi, la donnée, c'est vraiment le cœur du truc. Et ça t'évite d'avoir 10 000 disques durs, de perdre des données, comme ça peut arriver à beaucoup de gens. Pour l'instant, je touche du bois, ça ne m'est pas arrivé. Et voilà. Et donc, comment ça marche un système RAID pour ceux qui ne connaissent pas? Tu as un backup ou une sauvegarde, tout est en double dans ton système, en triple. Comment ça fonctionne exactement? Alors, je ne suis pas un spécialiste du système RAID, mais ce que j'ai compris en tout cas comment fonctionne mon système à moi. Tu as une tour qui arrive, qui est paramétrée directement en RAID 5. Le RAID 5, c'est quoi? Ça veut dire qu'il va y avoir un seul disque dur, dans tous tes disques durs, qui va être paramétré pour ne pas recevoir de données, mais pour permettre en fait à ce que si un disque crache, il puisse reconstruire toute la donnée qu'il y avait à l'intérieur. En fait, il y a un disque qui a un petit fichier à l'intérieur que tu peux pas utiliser. Donc moi j'ai 6 disques de 8 Tera, je crois. J'ai un disque de 8 Tera que je ne peux pas utiliser, qui est dédié à ça. Ça, c'est le RAID 5. Ensuite, tu as d'autres systèmes. Tu as le RAID 6, où là, c'est 2 disques qui sont utilisés pour faire ça. Mais du coup, ça limite vraiment la place. Ça augmente la sécurité, mais c'est peut-être un petit peu trop de sécurité. Et ensuite, tu as le RAID 0, où là, tu as vraiment... il me semble que c'est le RAID 0, où tu as vraiment... Pas de miroir en fait, donc là si un disque pète, c'est fini pour toi. Donc moi je suis en RAID 5 et c'est un système c'est un paramétrage que je conseille à la majorité des gens. L'avantage avec G-Technology, c'est que quand le disque arrive, il est déjà paramétré, il n'y a rien à faire, on le pose sur notre bureau et c'est parti. On peut enregistrer ces données. Et donc pour avoir ce système-là, donc c'est bien d'avoir ce système-là, mais il faut quand même être super organisé. Tu le disais, te créer des dossiers avec les plans avec tel et tel objectif, c'est quand même quelque chose qu'il faut créer, il faut passer du temps à l'organiser. Ça, tu le fais systématiquement pour toutes les vidéos que tu fais, tous les plans, etc. Tu t'organises, tu y passes du temps. Écoute, j'avais commencé à le faire. Je me suis dit, ça, c'est la clé. Louis, il faut absolument que tu fasses une banque de vidéos. Je l'ai fait. Il y a quelques mois, je me suis dit, bon, c'est quand même beaucoup de temps parce que comme tu dis, quand on sort une vidéo, à chaque fois d'enregistrer séparément chaque petit clip d'illustration pour faire ça, c'est long. Donc j'ai arrêté de le faire pendant quelques mois. Et puis en fait, je me suis rendu compte très vite là puisque je fais aussi des formations à la vidéo, donc je dois réutiliser des plans que j'ai utilisés il y a longtemps. J'ai repris et là je suis en train de reprendre mes vidéos une à une dans le temps pour finaliser ce truc-là. Il m'en reste plus quelques-unes, mais en fait, j'ai changé de cap. Là, j'aurais pas dû. J'ai changé d'avis. En fait, c'est vraiment très utile. Alors après, ça dépend comment vous voyez vos vidéos. Il y a des vidéastes qui vont supprimer toutes les vidéos. Ils font une vidéo YouTube, ils suppriment tous les fichiers. Et il me semble que on parlait de Léo Duff au début du podcast. Lui supprime ses rushs à la fin, une fois que sa vidéo est diffusée. Pour lui, le travail qu'il voulait rendre, c'est la vidéo finale qui est sur YouTube. Donc au final, il n'a plus besoin des rushs et il supprime tout. Après, c'est pas forcément le même usage ou la même façon de filmer que toi. On va dire que lui, c'est plus du fast cam et du coup, toutes les prises ratées, il n'en a pas forcément besoin. Toi, tu as beaucoup d'images d'illustration. Pour mettre en image justement les produits et autres. Donc tu as besoin de les garder. Et surtout que tu fais de la formation derrière, donc tu vas t'en servir à but professionnel. Exactement. Et puis je filme aussi beaucoup de ce qu'on appelle des B-roll, cinematic B-roll. Donc en gros, on filme beaucoup d'images, de belles images. Et donc ça aussi, on peut les réutiliser pour, je sais pas, imagine demain je vais faire un nouveau générique YouTube. Je vais utiliser peut-être un B-roll de ce qu'on a pu tourner ensemble en Suède, Florian, tu vois. Donc moi, j'essaie de garder un maximum de choses. Si un jour aussi, il y a un truc qui est intéressant par rapport à ça, c'est que nous, on fait de la vidéo et on peut vendre nos images. Un jour, si jamais j'ai besoin de me créer une source de revenus complémentaire, je peux aller sur des sites comme Shutterstock, par exemple. Ou Artgrid, je sais que Artlist a lancé Artgrid. Exactement, ouais, c'est tout récent. Exactement, où on peut mettre des images en ligne, et en fait des marques ou des autres entreprises peuvent acheter mes images pour créer notre vidéo avec. Donc ça, c'est aussi une source de revenus qui peut être intéressante, et pour ça, il faut garder ces rushs. Ok, donc là, on a beaucoup parlé de ton côté minimaliste et productif au travail. En perso, est-ce que tu es exactement pareil? Est-ce que chez toi, c'est minimaliste? Est-ce que tu as fait le tri et tu n'as gardé que l'essentiel dans ton appartement, par exemple? Comment tu fais? Alors, j'essaye. Chez moi, en tout cas, mes vêtements sont très minimalistes. J'ai peu de vêtements, tu vois. J'ai vraiment
deux pantalons. Ok. J'ai 2 pantalons D'accord. et 2 jeans. J'ai 2 jeans, j'ai quelques t-shirts. Alors, moi, j'aime bien quand même, j'aime bien un peu la mode, donc j'essaie d'avoir vraiment les basiques, quoi, les différentes tenues qui permettent de faire de bons looks. Mais c'est vrai que j'ai pas énormément de choses. À l'inverse, ma copine est pas très minimaliste. Elle a énormément de vêtements, mais je suis en train de la convertir un petit peu. Donc pour les vêtements, ça commence à se faire. Pareil, pour la consommation, tu vois, tout simplement quotidienne. Nous, on n'est pas vegan, on n'est pas végétarien, mais on essaie de manger moins de viande. Puisque voilà, être minimaliste, c'est aussi c'est simplifier sa vie, aller à l'essentiel, mais c'est aussi mieux consommer, moins consommer. Moi aussi, j'ai l'impression que moi, je suis très gourmand, tu vois. Depuis que je suis né, j'adore manger. Et en fait, je me suis rendu compte que beaucoup manger, c'était pas forcément une bonne chose non plus, puisque tu as un impact sur l'environnement, puisqu'il y a ton corps aussi qui te dit un petit peu stop à un moment. Donc, j'essaie de faire du sport, de manger mieux, d'un peu moins manger. Donc voilà, on essaie d'être minimaliste dans ce sens-là. Est-ce que depuis que tu tends vers le minimalisme, est-ce que tu vois une évolution dans ta vie, perso ou pro? Ouais, clairement. Dans la vie pro, déjà, tout se passe mieux, c'est plus simple. J'ai réussi aussi à déléguer pas mal de tâches. Moi, quand j'ai commencé en tâches pro, je faisais tout seul, comme beaucoup de freelance. Donc si vous êtes freelance, vidéo ou autre chose, vous devez vous reconnaître. On veut tout faire, on veut tout maîtriser parce qu'on sait qu'on peut apporter le maximum de valeur à notre client. Et depuis quelques temps, une partie de mon activité production, je la délègue à des freelances qui sont très talentueux. Je suis en train de m'entourer de plusieurs freelances. Et du coup, je fais plus tout seul en fait. Et depuis que je fais ça et que je me concentre vraiment sur les choses dans lesquelles je suis le meilleur et que j'aime faire, et ben forcément, je vais beaucoup mieux. Dans la vie perso aussi, par exemple, on n'a pas parlé, mais la méditation, c'est aussi lié en fait au minimalisme, hein, puisque moi, comme je te l'ai dit tout à l'heure, je pense à plein de trucs dans ma journée. Je suis souvent excité puisque je fais une vidéo, un truc. J'arrive le soir, mon cerveau, il fuse dans tous les sens. Je vais me coucher, j'ai plein d'idées à la seconde, tu vois. Et en fait, ça, c'est un problème puisque j'ai toujours mis pas mal de temps à m'endormir. Alors, je suis pas insomniaque. J'ai ce problème actuellement. Je suis pas insomniaque, comme des gens peuvent l'être, et ça peut être sérieux, et franchement, heureusement. Mais par contre, parfois, je mets une demi-heure, 1 heure, voire 1 heure et demie à m'endormir. Et j'ai découvert la méditation. Alors ça, j'entends parler de la méditation pleine conscience depuis longtemps. Je l'ai fait un petit peu sous forme présentielle, parce que chez Danone, il y avait des ateliers. Je l'ai fait un petit peu avec des applications comme Headspace, comme Petit Bambou ou quoi. Mais là, j'ai découvert récemment quelque chose que je préfère, c'est YouTube, tout simplement. Il y a des vidéos de méditation. Alors, c'est juste audio. En fait, il y a une image, mais c'est l'audio. Okay. Et je vous conseille Cédric Michel, qui a une chaîne YouTube de méditation qui s'appelle Bulle de Sérénité. Et quand on va dessus, on tape juste méditation sommeil et on va tomber sur des méditations qui durent 15 minutes, qui peuvent durer 18 minutes. Et il nous parle, et c'est de la méditation pleine conscience. Donc, on se concentre sur notre respiration, sur les sensations qu'on peut avoir dans les différentes parties de notre corps. Et en 1/4 d'heure, on peut vraiment sentir une différence entre les idées qui fusent dans tous les sens à se recentrer sur soi-même et dormir et être plus efficace du coup le lendemain, avoir plus d'énergie. Donc c'est totalement lié au minimalisme. D'accord. Et ça, pour le coup, ça a fait un gros changement dans ma vie perso. Et donc ça, c'est quelque chose que tu fais tous les jours ou juste 2-3 fois par semaine? Eh bien écoute, depuis quelques mois, je fais quasiment ça tous les jours. D'accord. Ça commence à devenir une habitude. Et juste par exemple, quand on est revenu de Suède, j'étais vraiment claqué. Pas besoin de méditation. Mais quand je suis pas extrêmement fatigué, je le fais et je peux te dire que le lendemain, je me sens, je dors vraiment bien. Et puis je me réveille, je suis en pleine forme. Donc ça, c'est ultra important. Le sommeil, en fait, c'est quelque chose qu'on néglige, mais qui est très important pour avoir, on y revient, un maximum d'énergie le lendemain. Alors en début du podcast, tu m'as parlé un petit peu de Marie Kondo, du documentaire The Minimalist sur Netflix, qui a été réalisé par Matt D'Avella d'ailleurs, qui a une chaîne YouTube. Est-ce que tu as d'autres sources d'inspiration? Est-ce que tu suis particulièrement des créateurs YouTube ou des créateurs de podcasts, par exemple? Alors, c'est bien que tu parles du podcast, parce que j'ai pas forcément d'autres inspirations en termes de personnes qui parlent spécifiquement de minimalisme, tu vois. Par contre, c'est vrai que j'écoute beaucoup de podcasts. J'écoute beaucoup de podcasts, de livres audio aussi. Et ça, quand j'ai découvert ça il y a quelques années, en fait, je me suis pas rendu compte à quel point ça allait changer ma vie. Ce qui est génial avec le podcast, c'est que tu peux l'écouter quand tu es dans la voiture, tu peux l'écouter quand tu cours, tu peux l'écouter quand tu fais la vaisselle. En bref, tu peux l'écouter quand tu fais une autre activité. Et en fait, il y a plein de temps dans ta journée où tu as du temps de cerveau disponible pour écouter des podcasts. Et moi, alors j'écoute des podcasts de marketing. On parlait de Marketing Mania, Antoine BM, ce genre de podcasts. J'écoute aussi des livres audio beaucoup, avec Audible par exemple, qui est très bien pour écouter des livres audio. d'Amazon. Exactement. Et plus récemment, j'ai découvert Cooper. Est-ce que tu connais Cooper, Florian? Oui, et je me suis abonné cette semaine d'ailleurs. T'as testé un petit peu ou pas? Ouais. Mais j'en écoutais en venant justement ici pour enregistrer ce podcast. J'écoutais justement Marie Kondo et le résumé de son livre. Et ben c'est génial Cooper parce que en gros, c'est une application qui permet en 20 minutes d'avoir un résumé d'un livre
en version audio et en version écrite. Donc on a les notes directement, pas besoin de prendre de notes, c'est écrit. Ouais. Et on a aussi une version audio. Ce qui est génial, c'est qu'on peut écouter un livre en 15 minutes et ensuite se dire, ce livre est top, il faut que je le lise. Ou alors, ce livre me dit pas trop, je vais pas le lire. Ouais. Ou le résumé peut me suffire et j'ai pas besoin de chercher plus loin. Éventuellement. Mais c'est vrai que c'est assez rare quand même que le résumé suffise, puisque ça énonce juste de grandes idées. C'est vrai. Et c'est quand même bien d'aller plus en profondeur. Mais c'est génial, puisque au début, quand on commence en entrepreneuriat, il y a plein de livres à lire. Si on tape entrepreneuriat, productivité, mindset, on va avoir 10 millions de livres à lire et c'est très compliqué de faire le choix, tu vois. Ouais. Et donc, du coup, d'avoir Cooper, c'est génial, puisque en un trajet de métro ou en 20 minutes, on peut écouter un livre, se dire « Ah, là, ça fait résonner quelque chose en moi, ou pas ». Et ensuite, pouvoir l'acheter ou quoi. Donc, bref, pour revenir à ça, podcast, livre audio, Cooper, c'est vraiment super. Et ça vous permet aussi d'upgrader votre vie et de trouver des moments pour lire. Moi, par exemple, tu vois, je lis jamais, j'ai du mal à lire. J'ai du mal à prendre un livre papier et à lire. Moi aussi. Alors que j'adore apprendre, tu vois. Par contre, écouter, j'adore, tu vois. Donc, c'est-à-dire que le livre, alors c'est peut-être une question de génération, on a perdu l'habitude, mais on est tellement omnibulé parfois par les écrans. Ouais. On regarde tellement les écrans dans la journée qu'on n'a pas envie de se plonger dans un livre et refixer les yeux sur quelque chose et passer du temps à lire. En revanche, comme tu disais, on a du temps à perdre, du temps à tuer dans les transports ou autres, ou quand on fait des tâches ménagères, et au moins on met un casque sur les oreilles, on écoute un livre audio ou un podcast, ça fait passer le temps et on apprend quelque chose, donc c'est hyper utile. Ouais, et puis tu sais, on dit souvent, c'est difficile de passer de 0 à 1. En fait, prendre un livre, c'est de passer de 0 à 1, quoi. T'es dans les transports, t'es éclaté, t'as fait ta journée, t'ouvres ton livre. C'est genre, il y a un effort déjà, tu dis, ah putain, je vais ouvrir un livre d'un truc super compliqué à comprendre. Alors que juste de faire play, en fait, t'y penses même pas, ça part, le mec parle, et en fait, c'est bon, t'écoutes un livre qui peut être complexe ou quoi, dans un moment où t'as pas forcément envie, mais comme c'est simple, tu le fais, quoi. Sur YouTube, par exemple, je suis des vidéastes, puisque j'essaie toujours de progresser, d'apprendre de nouvelles choses en vidéo. Par exemple, je vais le citer, je suis la chaîne de Mati Apoya, qui est un YouTuber vidéaste canadien. Un pote de Peter McKinnon qui est beaucoup plus connu que lui. Ouais. Lui, il est très minimaliste, tu vois. Et en fait, dès qu'il parle de filmmaking, dès qu'il parle de vidéo, toujours il y a un aspect simplification, minimalisme. Il est très organisé, très carré. Donc, en fait, je m'inspire plus dans la personnalité de certaines personnes qui m'ont apporté des choses directement pour mon business, pour mon activité, que dans des personnes qui vraiment parlent de minimaliste au sens global. Voilà. Okay. Mais oui, ça, c'est quelque chose qui me parle. Et Casinestat, que je suis beaucoup via YouTube, lui parle de vidéo, parle de storytelling, plein d'autres choses, mais derrière tout ça, il y a une philosophie aussi de minimalisme qui est fortement imprégnée. Donc. Et du coup, c'est vrai que par rapport à ces créateurs-là, ce qui est intéressant, c'est pas seulement le côté minimaliste et productif, c'est le côté ce qu'ils peuvent t'apporter dans ton métier, donc toi en l'occurrence vidéaste, et aussi leur façon d'être autour qui va t'inspirer. Et comme tu disais, Mati Apoya, son côté minimaliste t'aide à progresser au final dans ta façon de travailler. Ouais, exactement. En fait, le minimalisme, c'est vraiment un état d'esprit, quoi. C'est quelque chose, je pense que tu t'entoures de personnes qui sont un peu comme toi, qui ont les mêmes centres d'intérêt, les mêmes préoccupations. Exemple aussi, un autre exemple, chez WeWork, moi je travaille, à côté de moi, il y a un entrepreneur qui aide des infopreneurs, donc des personnes un peu comme moi. Moi, je suis un infopreneur. Un infopreneur, c'est quelqu'un qui vend du savoir sur Internet. Avec ma partie formation, en fait, je suis en quelque sorte un infopreneur. Et en fait, on a commencé à se parler. Il m'a dit, mais attends, mais moi, j'aide les mecs comme toi depuis 15 ans. Donc, je lui ai dit, ah ouais, comment ça? Il a commencé à me parler d'applications, de méditation. Et on se rend compte qu'on a vraiment des centres d'intérêt communs. Alors, même si c'est pas un prof de minimalisme, tu vois, lui aussi, il a des notions de productivité, des notions de simplification de sa vie, de pouvoir... Voilà, il y a aussi beaucoup de notions qui sont autour, tu vois. C'est pas que de la productivité, c'est aussi tout ça pour être plus libre, pour se sentir vraiment indépendant. Et c'est ça aussi que moi je recherche dans l'entrepreneuriat. Donc en fait, c'est un mode de vie, quoi. Tu vois, l'indépendance, la liberté, le minimalisme qui va un petit peu ensemble, je pense. Ok, super. Écoute, je pense que tu as bien résumé ce qu'est le minimalisme. En tout cas, ce que ça veut dire pour moi, je ne sais pas s'il y a une définition stricte. Je suis d'accord avec ta définition. Merci beaucoup, Louis, pour toutes ces infos. Et merci, Florian. J'espère que ça vous aura aidé, vous qui avez écouté ce podcast. Je laisse évidemment tous les liens de tes réseaux sociaux et ta chaîne YouTube en description de ce podcast. Je suis présent sur YouTube et sur Instagram uniquement. Ok. Donc c'est simple. On va pas te chercher sur Twitter, ça sert à rien. Exactement. Instagram, c'est grain, @grain.video, et YouTube, grain, comme un petit grain de sable ou un grain de beauté. Super. Pourquoi grain d'ailleurs? Pourquoi grain? Bonne question. Pourquoi grain? Parce que grain, tu sais, le grain, c'est ce qu'on rajoute souvent à la fin d'un étalonnage pour donner un petit look souvent un peu vintage ou pour sublimer un film. Okay. À la base, le grain, c'est le grain argentique, c'est le grain qui vient des caméras, aujourd'hui qu'on a perdu avec le numérique, mais qu'on rajoute. Et du coup, c'est la petite touche finale et je trouvais ça sympa
d'avoir une chaîne comme ça qui parle de la petite touche à mettre en plus pour améliorer ses vidéos. Le petit rappel sur la vidéo d'antan. Exactement. Merci beaucoup, merci d'avoir écouté ce podcast. N'hésitez pas à laisser une note et un avis sur l'application de podcast ou bien un commentaire, alors de préférence constructif sur YouTube. Et puis si vous voulez suivre les prochains podcasts, n'hésitez pas aussi à vous abonner et en attendant je vous dis à très vite.